Salut les gars, pour cette vidéo, va falloir prendre les écouteurs. Je voudrais vous montrer ce qui s'est passé au niveau de l'explosion qui s'est passée à Toropet. C'est en Russie. C'est une attaque massive de drones un peu particulier des Ukrainiens. Donc je vais vous faire écouter la vidéo. Ensuite, on parlera de la zone de Kupiansk et on fera un balayage rapide du front. Voilà. C'est un beau champignon, hein. Non, c'est pas nucléaire, mais c'est un beau champignon. Et il y en a eu plusieurs, en fait. On n'est pas sur place, mais on sent le souffle. Rien qu'à l'idée. Impressionnant. Regardez ce qui est au fond aussi. Je vous montrerai au cours de la vidéo aussi. D'autres vidéos qui ont été tournées et des images satellites comme on produit certaines choses. Vous regarderez l'écran en même temps. Et là, vous me direz comment ça a pu se produire. J'ai failli péter mon micro. Comment ça a pu se produire? Je vous mets des images, des lieux, etc. en même temps pour qu'on ne perde pas de temps. Comment ça a pu se produire? C'est à 470 km, l'Ukraine est à 470 km de la zone. Comment c'est possible? Puisqu'ils ne sont pas censés avoir la capacité de faire ce genre de choses. Finalement, pour ceux qui suivent, c'est déjà arrivé, ils ont déjà des drones longue portée. Le problème, c'est que, par exemple, ils ont certains drones qui ressemblent à des mini-avions. Voilà. Mais là, en fait, le drone que je vais vous montrer, c'est un autre type de drone qui est entre le drone et le missile. Alors, je vais vous parler d'un drone qui s'appelle le Palanistia. C'est en fait un drone ukrainien qui est entre le drone et le missile. Donc, c'est le mot Palanistia veut dire, c'est le nom d'un pain traditionnel ukrainien. Pourquoi ils ont choisi ce mot? Parce qu'en fait, les Russes ont une autre façon de prononcer, ont du mal à prononcer ce nom. Ok. Et en fait, c'est comme ça que certains Ukrainiens détectent quelqu'un qui est russe et quelqu'un qui est ukrainien dans la prononciation de ce mot. Donc en fait, c'est un drone lance-missile qui s'appelle le Palanistia. Et donc la portée de ce missile drone est de entre 600 et 750 km. Et on n'est pas sûr que ce soit ce genre de drone, missile qui ont été utilisés, mais il est probable que ce soit celui-là. Je vous rappelle, je vous l'ai dit sur une vidéo courte, il y a eu les systèmes de recensement des tremblements de terre ont relevé 2,7 sur l'échelle de Richter en termes de magnitude. Et moi, la question que je me pose, c'est comment ça a pu se passer. Là, Torepe se trouve à environ 380 km au nord-est de la capitale russe, Moscou, et à 470 km au nord de la frontière avec l'Ukraine. Voilà, là vous voyez Torepe, la région de Tversk, Moscou, Bélarus, Kiev. Donc le drone missile aurait fait tout ça jusqu'à toucher pile les réservoirs et les faire exploser. Certains experts militaires disent que c'est pas parti de l'Ukraine, c'est parti de la Lettonie. Et là, ce serait extrêmement grave. Il n'y a pas que ce drone je crois que c'est au mois d'août, où on a vu un drone faire 1800 km. Il aurait fait 1800 km pour toucher la zone de Mourmansk. Alors, il est parti de Finlande. Et donc, on va revenir sur la cible. Là, ils ont visé un arsenal d'une valeur de près de 30 millions de livres, 39 millions de dollars, et ce qui semble avoir, bah oui, non, il a explosé. Je vous montrerai les images satellites. Vous verrez, c'est impressionnant, surtout que certains experts ont dit que bon, il y avait 25 à 50% de pertes sur l'attaque.
Donc, il y en a un qui dit « Après avoir examiné davantage d'images avec différents spectres, il semble que le feu soit toujours actif et que le nombre de bunkers endommagés ou détruits augmente probablement. Actuellement, au moins 25% des bunkers peuvent être confirmés comme endommagés ou détruits et ce nombre continue d'augmenter. » Voilà, vous voyez les images. Et il y a un autre expert là qui dit que c'est plutôt 50%. Je voulais revenir sur cet événement parce qu'il n'y a aucun impact à court terme. Aucun. Par contre, à long terme, ça va faire des dégâts. Parce que c'était un énorme dépôt de munitions. Il y avait aussi des drones. Il y avait toute une liste de matériel. Et ça va jouer sur ce qui se passe en Ukraine. C'est une évidence. Je tenais à le souligner parce que dans quelques semaines, peut-être quelques mois, il faudra se souvenir de cet événement. Pourquoi? Ben, les Russes d'avance ont des difficultés de logistique. Il faudra s'en souvenir. Bon, comme je vous l'avais promis la dernière fois, je vais vous montrer la zone de Kupiansk et j'ai retrouvé ce que je vous avais dit par rapport au pont qui se trouve à Kupiansk et l'encerclement des forces ukrainiennes. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, les forces ukrainiennes ici à... Voilà, je revérifie qu'on voit bien. Ici. Donc là, ce sont de nouvelles acquisitions, si on peut appeler ça comme ça, des forces russes au 14 septembre. Là, c'est du 14 au 16 septembre. Et donc, l'objectif des Russes, donc dans cette zone-là, on va se rapprocher. Donc ici, vers Koliniskivka, c'est le sens d'attaque des forces russes. Ici, par là. Ok. Là, retenez bien. Je vais vous montrer ensuite au niveau du nord. Ici, regardez bien. Bah, c'est assez simple. C'est vers Kupiansk. Voilà. Vers Kucherivka. Voilà. Et donc, comme je vous l'avais dit, il y a un petit souci sur cette ligne de front. Je vérifie à chaque fois. Vous voyez bien pour que ce soit clair pour tout le monde. Ici, je vais vous passer une autre carte. Et en fait, le souci, c'est qu'il n'y a pas de pont. Il reste un pont. Et le pont qu'il reste, d'après moi, il se trouve ici, non, c'est Louchkivka. Voilà. Et donc, on va passer sur une autre carte pour que vous puissiez voir tout ça. Donc ici, vous pouvez voir, là, je vous ai mis une autre carte. Là, il y a eu, là, 2 frappes sur des ponts et des pontons ukrainiens. Donc, en fait, les Ukrainiens ne pourront pas passer par cette zone-là. Ce ne sera pas possible. Donc, il restait quoi? Il restait un pont, peut-être celui de Kupiansk. Je dis peut-être parce qu'en 2023, le pont a été bombardé et il a été détruit. Peut-être qu'entre-temps, eh bien, ils ont remis le pont en place. Ils ont réussi à reconstruire un pont ou un ponton. Là, j'ai pas d'image. J'ai une autre carte où là, en fait, vous pouvez voir ce pont-là a été frappé et bombardé. Hein, c'est au niveau de Kupiansk. Est-ce qu'on peut zoomer? Voilà, Kupiansk, ce pont-là qui traverse le fleuve, ils ne peuvent pas traverser comme ça. Il a été bombardé. Ici, ça a été bombardé. Ça correspond à ce que je vous ai montré précédemment. Et là, en fait, là aussi, il y a eu un bombardement sur ce pont. Mais il me semble que ce pont-là, quand même, est resté intact. Donc, en fait, ça veut dire quoi? On va retourner ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Ukrainiens, dans cette zone ici, dans cette zone, là, si les Russes, je vérifie, si les Russes prennent cette ville, si les Russes prennent Louchkivka, eh bien en fait, les Ukrainiens n'ont plus de moyen de passer. Voilà. Je l'avais déjà expliqué, mais là, pour moi, il reste un pont qui est ici. Et en fait, ils n'ont pas le choix que de se diriger vers le sud pour prendre cette ville avant que les Russes ne les encerclent complètement. C'est ce que je voulais vous dire la dernière fois. Je vais vous montrer les vidéos en même temps. Hein. Je vous montre les vidéos de frappe des ponts.
pour vous prouver que ça a bien eu lieu dans cette zone-là. Et là, ça va poser problème pour, comme je le disais la dernière fois, c'est pour tous les Ukrainiens qui sont encore dans cette zone. Parce que s'ils mettent des pontons, les pontons vont se faire, il suffit que quelques drones soient bien placés, ou un drone même, et c'est fini. Je voulais vous parler aussi de la zone d'Ougledar. Donc, entre-temps, depuis mardi, les Russes ont bien avancé. Donc là, vous pouvez voir le sens de l'attaque des Russes, ici. Là, c'était à Vodiane, je vous ai expliqué les bâtiments qui s'étaient fait exploser et le sens de l'attaque des Russes. Ils vont vers Bodo-Lyavinka et dans cette direction. Et chez certains mappeurs, ils vont même vers Vuhledar directement. Donc, pour moi, ils voulaient uniquement encercler d'abord Ougledar parce que c'est une place forte. Et surtout, en 2022 ou 2023, je sais plus, ils s'étaient pris énormément de pertes dans cette zone. Donc, mauvais souvenir. Donc, c'était plus simple, je trouve, pour eux de continuer à encercler Ougledar et couper leur ligne de ravitaillement ici. Voilà. Faire un petit tour sur la zone, vite fait, avant de terminer, sur la zone de Pokrovsk. Pokrovsk qui se trouve ici. Voilà, je vais dézoomer. Là, Pokrovsk est là. Ok. Donc je vous avais parlé d'Oukrensk qui se trouve dans la zone de Pokrovsk. Et entre-temps, quand j'ai fait ma vidéo mardi, les Russes ont récupéré Oukrensk et donc continuent leur avancée. Je voulais juste faire une petite mise à jour. Ici, les Russes se dirigent là vers cette zone pour couper les lignes d'approvisionnement des troupes qui resteraient dans cette zone. Et ici, et ils descendent vers Irnik. Bon, là, c'est le sens de l'axe d'attaque des Russes. Je pense aussi qu'ils se dirigeront vers cette zone. Et donc, comme je vous l'ai dit, s'ils coupent Irnik, il restera aux Ukrainiens très peu de passages. Ils pourront passer, si la ville n'est pas prise ici, je regarde si vous voyez bien, dans cette zone-là, mais pas plus. Parce que là, en fait, tout le reste, en fait, cette zone-là, c'est impossible de passer. Je ne sais pas si on voit, mais là, c'est un lac. Là, c'est les Russes. Et les Russes se dirigent vers cette zone. Donc, le passage est assez étroit pour que les troupes ukrainiennes puissent s'enfuir. Ou battre en retraite, comme vous voulez. Donc, c'était juste pour faire un point sur ce qui s'était passé par rapport aux drones, les nouveaux drones ukrainiens, la frappe sur les dépôts russes. Merci à ceux qui rejoignent la chaîne pour la soutenir financièrement. C'est cool parce que ça aide. Et je vous fais aussi des petites stories uniquement pour vous. Merci à vous. Et donc, dès demain, je refais une autre vidéo. Serrez les rangs et restez unis.